pain for any human being. J'ai décidé de faire de l'article que j'ai publié récemment sur l'affaire Amber Heard et Johnny Depp, d'en faire une vidéo suite à une conversation avec une amie où je me rendais compte que en fait tout le monde s'informe sur YouTube, tout le monde s'informe en vidéo. Moi la dernière, j'avoue, parce que j'aime bien lire, je vais suivre à peu près le même plan qu'il y a dans l'article, à savoir que je vais commencer par reprendre les faits depuis le début, parce que je pense qu'on a tous été un peu complètement perdu dans le flot d'informations, et moi la première, et ça m'a pris un petit moment de démêler tout ça. Ensuite, je vais en fait reprendre des choses que j'ai lues dans les médias américains et anglais, et je vais proposer un point de vue féministe. Alors, dans ma conversation avec mon amie, ce qui ressortait beaucoup, c'est qu'elle me disait mais pourquoi est-ce qu'on relie toujours tout au féminisme, et pourquoi en fait là on parle de féminisme alors qu'il s'agit d'un procès, tu vois. Et du coup, en fait, je vais expliquer en quoi c'est une question féministe. Il n'y a pas de féminisme s'il n'y a pas eu de sexisme ou de misogynie, et je vais expliquer tout simplement pourquoi il y en a eu, et je vais m'appuyer notamment sur les écrits de Mona Chollet. Ceux qui la connaissent savent, et ceux qui me connaissent savent que je suis complètement folle de cette autrice. Donc tout simplement, je vais reprendre certaines choses de cette affaire sous le prisme d'un livre qu'elle a écrit qui s'appelle Réinventer l'amour. C'est la première fois du coup que je fais une vidéo où vraiment je vais être face caméra à parler d'un sujet en non-stop. Je crois que je l'ai pas fait, j'ai fait des interviews, j'ai fait plusieurs trucs, mais j'ai jamais fait ça, donc soyez indulgents. Je vais galérer de ouf, mais on va y arriver. Donc en fait on est dans la dernière semaine, là on attend le jugement d'un procès qui oppose l'actrice Amber Heard, que vous avez pu voir dans Aquaman, et l'acteur qu'on ne présente plus, qui s'appelle Johnny Depp, un acteur qui a joué dans Pirates des Caraïbes, entre autres. L'origine du procès, c'est que Johnny Depp s'attaquait à Amber Heard pour un papier qu'elle a écrit en 2018 dans le Washington Post. Ok. Dans le Washington Post, où en 2018, elle dénonce des faits de violence sexuelle. Elle parle de sa relation aux violences sexistes et sexuelles. Et du coup, elle ne nomme pas Johnny Depp, elle ne cite pas, elle ne le mentionne pas. Donc Johnny Depp l'attaque en diffamation pour, soi-disant, clear his name, donc nettoyer son nom, très littéralement. Et donc s'engage un procès à 50 millions de $. On observe un phénomène depuis le début de ce procès, à savoir une haine générale de Heard. Tous les médias la descendent. Tous les réseaux sociaux la descendent. Si vous tapez Amber Heard sur Twitter, c'est effrayant la haine dont elle est l'objet. On a rarement vu, enfin moi j'ai rarement vu une affaire où la femme est autant haïe, aussi gratuitement. Même quand c'est pas gratuit, enfin même quand il y a des raisons de haïr, on a rarement vu autant d'acharnement généralisé sur Amber Heard. Les gens appuient leur haine sur différentes raisons, sur différentes motivations, mais globalement c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment, j'en ris parce que c'est tragique, mais c'est vraiment très impressionnant. Et Johnny Depp de son côté bénéficie d'un soutien absolument incroyable de sa fanbase et du monde entier. Il y a des fans, beaucoup de femmes qui l'attendent devant le tribunal par centaines. Il est sur les réseaux sociaux, il est aimé, il est soutenu, et ce soutien inconditionnel, c'est là que se posent des questions de sexisme, et c'est là qu'on va parler de féminisme. Donc pour reprendre depuis le début, donc l'objet, donc je l'ai dit, c'est un article d'opinion que Amber Heard a publié dans le Washington Post. Et au-delà de contredire ses propos, il soutient avoir été lui-même victime des violences de Amber Heard. Donc Amber Heard, qui a 20 ans de moins que lui, elle a 36 ans, lui en a à peu près 55, je vais vérifier par souci de Johnny Depp âge. 58, autant pour moi. Donc lui en a 58, donc ils ont un peu plus de 20 ans d'écart. Il aurait été cet homme qui est depuis quelques années
sujet aux accès de violence. Il y a beaucoup de choses dans la presse qui sortent. Cet homme qui a des problèmes avec l'alcool, avec la drogue, qui a des tendances aussi paranoïaques et instables selon certains médias, aurait été abusé par son ex-femme Heard de 22 ans, sa cadette. À ce moment-là, Jessica Winter, dans un article qui est sorti dans The New York... tout ce qui est anglais, là, aujourd'hui, c'est compliqué. Dans The New Yorker, Jessica Winter relève les textos qui sont sortis à un moment donné dans le procès, où, par exemple, Johnny Depp parlait de Amber Heard avant même de la marier, qui se marie, c'était encore sa future femme. Il en parle comme d'une pute sans valeur. Je crois que c'est Worthless Hooker ou quelque chose comme ça. Et dans un autre texto, un de ses amis qui s'appelle Paul Brittany, où il menace de la noyer, de la brûler et de baiser son cadavre brûlé pour s'assurer qu'elle est bien morte. C'est vraiment texto, quoi. Et enfin, ce même Depp, qu'une vidéo montre ivre mort, violent, dans une cuisine. What happened? Nothing happened this morning, you know that? Were you in here? No. So then nothing happened to you this morning? Yeah, you're right. I just woke up and you were so sweet and nice. We were not even fighting this morning. All I did was say sorry. Did something happen to you this morning? I don't think so. No, that's the thing. You want to see crazy? I'll give you fucking crazy. That's crazy. Oh, you're crazy. Oh, you're crazy. Have you drunk this whole thing this morning? Oh, you got this going? You got this going? I just started it. Oh, really? Yes. Really? Ce même Depp donc, soutient avoir été victime de violences sexuelles de la part de sa femme, son ex-femme. Et c'est ce même Depp que les réseaux sociaux défendent. Aja Romano, dans un article pour Vox qui est absolument fascinant, elle qualifie l'affaire de jaw dropping, ce qui veut dire en avoir la mâchoire qui tombe, ce qui est pas, enfin il n'y a aucun mot équivalent, mais je trouve qu'il est très parlant ce mot, parce qu'elle écrit « Les contours de l'abus étaient bien établis avant la publication de la colonne d'opinion de 2018 pour laquelle Depp intente un procès. Les faits de base de l'affaire ont déjà eu droit à leur procès une fois, puisqu'ils ont été entendus par un tribunal britannique en 2020, le juge ayant donné raison à Heard. Elle conclut donc, mais les faits de base bien établis ne semblent pas avoir d'importance. Et je vais étayer là, et c'est quelque chose que j'ai pas fait pour l'article parce que je suis tombée sur cette source bien après. Je vais étayer avec quelque chose que j'ai vu sur le compte Instagram Préparez-vous pour la bagarre, qui est un discours qui déconstruit le discours sexiste dans les médias. Et donc elle parle de Amber Heard et le remake du mythe de la... Enfin, elle compare l'histoire du mythe de la Méduse, bref, allez voir l'article. Et donc en fait, elle reprend un article qui a été publié le 19 mai 2022 sur Medium. Elle dit que Heard et Depp se marient en 2015 et que 15 mois plus tard, l'actrice demande le divorce et obtient une injonction fondée sur les photos d'Ekimos sur son visage, prise après une agression de son mari. The Sun, qui est un tabloïd anglais, publiera en couverture un gros titre qualifiant Depp d'homme qui bat sa femme. Convaincu qu'il allait continuer à profiter de son impunité, l'acteur intente un procès au journal pour diffamation. Heard témoigne sur l'exactitude de l'accusation et la cour apporte la preuve de 12 épisodes d'agression. 12 épisodes d'agression. Le juge statue que Heard a craint pour sa vie au moins 3 fois, ce qui suffit à caractériser les violences. En rendant sa sentence, le juge Andrew Niccol dira « Il est établi qu'elle a été victime d'agressions soutenues et multiples de la part de Monsieur Depp, et les agressions ont dû être terrifiantes. 2 juges de la cour d'appel confirmeront la décision du juge Niccol. » Donc,
il y a eu une triple confirmation par les tribunaux que Depp est en effet un mari violent, sachant que tous les documents de ce procès sont publics et sont disponibles sur internet. Et d'ailleurs, elle relève aussi on a la transcription dans ces pièces-là de la déclaration de l'un des témoins de mariage de Depp et Heard. Juste après, l'auteur Yo Tillett Wright dit « La première chose que Johnny Depp m'a dite après la cérémonie, en allant à la réception, c'est maintenant je peux... Attendez, j'en perds mon latin parce que c'est beaucoup. Maintenant je peux lui casser la figure et personne ne pourra dire quoi que ce soit. » Voilà, donc c'est cette personne-là, je vais pas me refaire, mais je vous invite à aller voir le post de Préparez-vous pour la bagarre. C'est cette personne-là que les médias sociaux et les médias tout court ont défendu becs et ongles, corps et âme. Et c'est pour cet homme-là qu'on a je sais pas combien de vidéos sur YouTube qui disent Amber Heard est une menteuse. Je vais continuer mon article parce que je suis en train de m'énerver. Je vais continuer à suivre mon article sinon. Ensuite, mon prochain paragraphe s'appelle Le sexisme normalisé a innocenté Depp et fait reculer la cause MeToo. Donc en fait, la question c'est, maintenant qu'on a établi tout ça, maintenant qu'on se rend compte qu'il y a quand même quelque chose qui caractérise la violence et qu'il y a effectivement eu de la violence, pourquoi est-ce qu'il y a eu un tel acharnement sur Amber Heard et pourquoi le monde entier est convaincu que c'est une menteuse, que c'est une folle et qu'elle a complètement affabulé. La recherche a révélé que sur Twitter, une armée de bots répandant une rhétorique favorable à Depp a capitalisé sur l'histoire. Donc les bots, c'est ces espèces de faux comptes sur Instagram, sur Twitter, qui vont être programmés pour tweeter ou pour poster ou pour commenter des choses précises, des choses qui ont été programmées en avance. Donc en fait, ça génère du chiffre, c'est lucratif, et donc apparemment ils auraient capitalisé sur l'affaire, et cette capitalisation a été conjuguée au travail soutenu sur Twitter des masculinistes et une partie de la manosphère d'extrême droite. On a en plus des médias ultra-conservateurs qui ont délivré une information biaisée. Vice a sorti un article pour révéler que Ben Shapiro, qui a le média Daily Wire, a investi près de $50 000 pour promouvoir le procès, pour promouvoir tout le contenu autour du procès. Et la plupart de cette promotion était au détriment de Heard et l'humiliait et la dénigrait. Et enfin, elle décrit un phénomène qui est assez intéressant, à savoir que la parodie et le divertissement a pris le pas sur les faits, à savoir que la façon dont les gens se sont informés sur cette histoire a été à un moment donné beaucoup, et est toujours, tout ce qui est Twitch, tout ce qui est Twitch, TikTok et qu'est-ce qu'elle dit, Etsy. Ça c'est assez surprenant quand même, Etsy. Et donc en fait, le contenu humoristique a complètement pris le pas et les gens avaient uniquement ce que l'humour leur transmettait comme information, donc aucune information réelle, peut-être, ou si une information, énormément de ridiculisation oui, de Amber Heard. Les contours de l'affaire sont complètement brouillés pour la plupart des gens, et là-dessus, Romano parle d'une théorie qui a été conceptisée par la chercheuse Alice Marwick. Elle parle de Morally Motivated Networked Harassment, donc le harcèlement en réseau à motivation morale, selon laquelle, je cite, « Un groupe d'utilisateurs de réseaux sociaux peut justifier n'importe quelle quantité d'abus à l'encontre d'une cible s'il estime que la cause est moralement juste. » Et cela expliquerait, donc tous ces facteurs expliqueraient, selon Romano, que des millions d'êtres humains dans le monde se soient complètement coupés de leur humanité et de leur empathie pour ridiculiser, haïr, humilier une femme qui en plus s'expose dans sa vulnérabilité et la soumettre à des abus, alors par internet interposé, par ondes interposées, mais à des abus, à des insultes et à une humiliation publique. Romano est très pessimiste à mon sens parce qu'elle conclut son article en disant « Il n'y a pas de retour en arrière possible, le verdict du procès est tout à fait hors de propos maintenant ». Parce qu'en fait, selon elle, l'affaire a laissé une marque indélébile sur le mouvement MeToo qui essaye d'avancer depuis quelques années et qui avait bien avancé suite à la libération. Selon les points de vue de la parole ou de l'écoute, c'est à vous de décider. Et du coup, sa position là-dessus suit celle aussi de Ruth de Vision dans The Guardian. Ruth, elle est directrice générale de l'organisation caritative Refugee, qui lutte contre les violences domestiques en Angleterre.
et elle explique qu'elle a très très peur que cette affaire où en fait on voit une femme qui essaie de dénoncer des faits de violence est humiliée publiquement, donc en fait les autres femmes vont se dire non mais en fait moi j'ai pas les épaules pour faire face à cette humiliation publique, à ce questionnement de ma parole, alors qu'en fait il y a une réalité à l'origine de ce que je dénonce. Donc elle dit qu'elle voit déjà les effets à son échelle. Et d'ailleurs, quand on se perd dans le fil haineux déversé en continu sur Twitter à l'encontre de Amber Heard, on se rend compte qu'il y a un argument qui revient souvent, à savoir la prétendue attitude généralisée, tendance généralisée à valoriser la parole des femmes dans les cas de violences domestiques et à dévaloriser celle des hommes. Donc c'est une idée selon laquelle on croirait plus facilement les femmes aujourd'hui que les hommes. Cette tendance n'existe pas. Cette tendance n'existe pas. C'est absolument faux. Il n'y a pas... donc la plupart des tweets sont ponctués de « abuse has no gender », donc littéralement l'abus n'a pas de genre. Là-dessus on est tous très d'accord et il n'y a pas de raison que... Enfin il y a aussi des hommes qui sont frappés et il n'y a pas de raison qu'ils n'obtiennent pas la justice. Mais dans les cas de violences sexuelles ou de violences sexistes à l'encontre des femmes, en France seulement déjà on a une femme sur 10 qui était touchée en 2000 par des violences sexistes ou sexuelles, toutes classes sociales confondues. Ensuite, entre 2011 et 2018, on a 295 000 personnes qui ont subi des violences physiques et ou sexuelles, dont 72% étaient des femmes. Donc il y a quand même une grosse majorité de femmes. Et enfin, j'en perds encore mon latin, Et enfin, seuls 14% d'entre elles ont déposé plainte. En outre, 70% des plaintes pour viol, 60% pour les mineurs, sont classées sans suite. Il n'y a pas de tendance favorisant la parole des femmes dans ces affaires. Ça n'existe pas, je sais même pas d'où ça sort. Donc là, c'est le moment où je vais commencer à parler théorie féministe et je vais vous expliquer pourquoi on parle de sexisme dans cette histoire et où est le sexisme dans cette histoire. Il y a un enregistrement glaçant que je vais vous mettre. On entend Depp qui menace de se couper les veines. Et derrière, on a Heard qui le supplie d'arrêter. Put the knife down. You're gonna hurt yourself. Please I stop. want to look at you. I know you're in pain. Wait. Stop. Please There's a don't. way for the pain to go away. Well, it's not that. It doesn't make it go away, trust me. There's love here. There is love here. L'acteur de Pirates des Caraïbes est vraisemblablement en proie à des démons dont Heard essaye de le préserver, de le sauver, mais auquel elle ne peut rien. Et d'ailleurs, il y a aussi des textos qui sont sortis comme pièce du dossier, des textos à l'assistant de Depp que Heard avait envoyé il y a quelques temps, où l'assistant lui dit « c'est un petit garçon perdu, il est absolument désolé, il s'excuse à sa place ». Et Heard répond « je reste à chaque fois, je me persuade qu'il ira mieux » et 3 mois plus tard, ça recommence. Le texto continue comme ça, véhiculant cette idée que Heard continue à entretenir cette relation malgré qu'elle subit des violences absolument abominable de la part de Depp. Et donc c'est quelque chose que vulgairement ou non on appelle le syndrome du Saint-Bernard. Donc le syndrome du Saint-Bernard, Mona Chollet y fait référence dans son ouvrage Réinventer l'amour dont je parlais au début. Elle fait référence notamment au terme inventé par Kate Main, une philosophe. Le terme c'est himpathy, donc le mélange entre him et pathy, de empathie, pour désigner cette empathie réservée aux hommes qui mènent les femmes à nier leur propre souffrance. Chollet écrit, donc je vais citer: la préoccupation pour le bien-être des hommes qu'on inculque aux femmes les amène à se mettre systématiquement à leur place, elles aussi, au point qu'elles peuvent oublier le mal qu'ils leur font, négliger leur propre sort, faire taire leur propre ressenti. Quel lapsus. Heard mentionne dans son papier publié en 2018 avoir internalisé ce genre de code très très tôt, donc plus on est tôt confronté à ce genre de choses et plus on a du mal à s'en sortir, on a du mal à être dans des relations qui ne vont pas être dans la violence. Chollet ajoute: comme si une misogynie diffuse, omniprésente dans leur environnement les avait privés de l'instinct de conservation le plus élémentaire, les amenant à approuver avec passion ce qui les détruit. Les commentateurs de cette affaire s'accordent à dire qu'une relation toxique est une relation à double sens car il faut une certaine vulnérabilité pour en être victime. Mais la violence que Heard dénonce est structurelle. Il ne s'agit pas que de son éducation à elle puisque c'est une tendance qu'on relève énormément.
on prouve le nombre de cas de violences sexistes et sexuelles à l'encontre des femmes, on prouve les féminicides, et en fait, elle est symptomatique d'une éducation féminine de l'abandon de soi et de la négation de sa propre souffrance. Et c'est cette même abandon de soi, ce même abandon de soi et négation de sa propre souffrance qui fait l'objet d'une déconstruction avec le mouvement MeToo. À double sens, d'accord, mais il y a quand même eu en 2015, sur le plateau de James Corden, que vous connaissez certainement, la maquilleuse a présenté son témoignage en disant qu'elle avait dû cacher une mèche de cheveux arrachée, une lèvre ouverte et des bleus sur la peau. Recovered, you know, the discoloration, the bruises with a little slightly heavier concealer, one that has a little more of a peach undertone, which I would normally don't use on amber, but peach do cancel blue. So I did that under the eyes, and although amber always, you know, has a red lip, is one of the signature look, I remember clearly talking that we had no other option that night but then to use a red blood, like a really red lipstick to, you know, make sure we could cover up the injuries on the lip. Toute manipulation médiatique, quels que soient les moyens utilisés, quelle que soit leur façon extrêmement efficace de vous faire cliquer, toute manipulation médiatique repose sur une névrose, une peur, une pensée, une opinion commune qui est là, qui est un peu plus insidieuse, qui n'est peut-être pas assumée, mais qui existe. Et c'est de ça dont on va parler maintenant, sur le sexisme normalisé sur lequel a pris appui cette affaire. En écrivant cet article, je me suis souvenue d'une des scènes d'Édouard aux mains d'argent, une des scènes cultes, la scène de la coiffure. Édouard aux mains d'argent est un film dans lequel Johnny Depp a joué en 1990. Il joue cet être humain qui a à la place des mains, des ciseaux, des lames de couteau et qui le rend extrêmement dangereux. Et la scène de la coiffure est une scène où toutes les femmes du voisinage viennent devant Édouard pour se faire couper les cheveux par lui. Elles abandonnent littéralement leur tête aux lames d'Édouard. Dans cette scène transparaît à la fois le risque qu'il représente, on voit qu'elles sont excitées en fait par ce risque et elles jouent d'une certaine façon une scène d'érotisation de la violence. Elles sont séduites en fait par cet être doux, victime de sa propre menace. Et la femme dans la scène finit même par avoir un orgasme carrément. La culture mainstream est remplie de ces références, de ces scènes où violence et plaisir flirtent et qui instillent, je fais presque du mot à mot parce que j'aime beaucoup comment j'écris ce paragraphe, qui instille un amour de la violence, une association dans l'esprit des femmes entre la violence et le plaisir. C'est tout un chapitre dans le livre de Mona Chollet où elle explique la culture de l'amour qui fait mal, de la passion qui fait mal. D'ailleurs, elle parle du crime passionnel, qui est un terme qui est de moins en moins utilisé, mais qui a été utilisé très très longtemps. Quand Bertrand Cantat a tué sa femme, je crois qu'on parlait de la passion qui fait mal, l'amour qui fait mal. Enfin, on justifiait la raison par excellence de se faire du mal était l'amour. C'est exactement ce contre quoi on essaye de se battre et ce contre quoi MeToo se bat. C'est pas anecdotique, c'est structurel. C'est un mouvement de société, c'est dans notre culture, c'est assimilé. Ça va même très très loin parce que Mona Chollet dans son livre relève que toutes les histoires hyper médiatisées de criminalité, de crimes absolument abominables, de criminels, elle parle de Charles Manson aux États-Unis, elle parle de Dutroux en Belgique, Charles Manson qui est la personne qui a tué la femme de Polanski. Elle parle de Guy Georges en France aussi. À chaque fois, on remarquait que la criminalité, peu importe, enfin Dutroux, je veux dire, c'était abominable là, quand même comme histoire. Il avait son fan club, il avait ses admiratrices qui venaient devant le tribunal, pendant le tribunal, qui l'admiraient et recevaient des lettres d'amour. Et c'est quelque chose qu'on remarque énormément à chaque fois. Et le procès de Amber Heard contre Johnny Depp, c'est la même chose. Et c'est pour ça que mon article s'appelle La violence qui profite aux hommes. Parce qu'en fait, un homme qui est violent va lui apporter la popularité, va lui apporter des fans, va lui apporter l'amour des gens. Et ça, c'est très très paradoxal. Et c'est pour ça qu'au début, j'avais écrit « La violence est un privilège masculin ». Après, privilège, ça désigne pas tout à fait ce que je voulais désigner, mais il y a quelque chose de cet ordre. L'impunité de la violence est l'une des façons dont s'exprime la culture patriarcale et le sexisme normalisé.
quels qu'en soient les accès, que ce soit des accès de violence, d'instabilité mentale, la monstruosité dont va faire preuve un homme, la tendance naturelle de l'opinion publique, à commencer par les femmes, sera à l'indulgence. Il semble même parfois qu'avec perversité, les hommes testent les limites de cette violence et vont le plus loin possible pour voir jusqu'où est-ce qu'on va les pardonner, jusqu'où ils vont avoir cette impunité. Et contrairement aux femmes, la violence leur est bénéfique. Sholay explique cela par cette confusion entre masculinité et violence, par ces rôles sociaux convenus, et donc derrière le masculin se cachent des exigences de virilité et par extension des exigences de violence, et elle écrit « Si la virilité est liée à la force, à la domination, à l'exercice de la violence, alors quoi de plus viril qu'un assassin ?» Et donc ce sont ces codes internalisés qui mènent à l'indulgence naturelle des femmes envers la violence masculine, à vouloir régler leurs problèmes, à ces admiratrices qui sont devant le tribunal de Depp, alors que certainement, c'est quelque chose que Mona Sholay écrit aussi dans son livre à propos d'un autre cas, alors que certainement elles auraient pu être victimes des coups de Johnny Depp. Sholay écrit « La violence elle-même est érotisée », et moi j'ajoute, mais pour les hommes uniquement, la violence est un privilège masculin, et je me rappelle d'une conversation que j'ai eue récemment avec un ami qui a fait de la prison, et qui me dit les femmes qui ont fait de la prison, il faut pas leur parler. Et je lui dis mais pourquoi? Il me dit mais elles sont folles les femmes qui ont fait de la prison. Et je lui dis mais toi t'as fait de la prison? Il me dit oui mais c'est différent, quand une femme a fait de la prison c'est différent. Et je lui dis en quoi? Il me dit c'est différent. J'ai du mal à bien comprendre, et c'est quelque chose que relevait dans un podcast à soi Charlotte Bien-Aimée. Elle parlait du fait qu'on était beaucoup plus indulgent envers un homme qui a fait de la prison qu'envers une femme qui a fait de la prison. Donc ça prouve quand même que cette violence ne sert pas les femmes. Et c'est pour ça que je parle de privilège. C'est-à-dire que nous, si on est violente, si une femme est violente, ce sera une folle, en fait. Si un homme est violent, il sera dans l'accomplissement du rôle social convenu dans la société. Il sera dans la démonstration de son pouvoir, la démonstration de sa violence, la démonstration de son privilège et de sa supériorité. Et c'est en ça qu'on parle de sexisme. Toutes ces analyses ajoutées expliquent pourquoi Johnny Depp a été favorisé par l'opinion publique, par les médias. Pourquoi aujourd'hui, sa popularité a presque monté. Il y a cette idée que cette figure, cette haute figure, et là en l'occurrence c'est un artiste, et Mona Sholay en parle aussi. Mona Sholay relève les cas de Gainsbourg, les cas de Bertrand Cantat, où il y a en plus le statut d'artiste qui lui donne un droit hyper élevé à la violence et aux pires accès, parce que c'est un artiste, il faut le comprendre. Et donc tout ça a fait que Depp, qu'on a tous été bernés. Parce que moi j'ai commencé mes recherches en me disant, est-ce que Amber Heard elle est folle? Elle s'est fait violenter, elle a été agressée sexuellement, physiquement par un homme, et il faut que justice lui soit faite à elle. Parce que ça a déjà été établi une première fois, parce que ça coûte du courage de faire ce qu'elle a fait, qu'on comprend pourquoi ça lui coûte du courage quand on voit l'ampleur des dégâts dans l'opinion publique, le peu de gens qui se sont réellement informés sur ce qui s'était passé. Et donc Amber Heard n'est pas folle. L'article du New Yorker dont je parlais tout à l'heure se conclut en disant la réalité de Depp est devenue la nôtre, dans le sens où il y a comme si il avait imposé, par son privilège, par son statut d'acteur, par son statut d'homme, il avait imposé une réalité, une version des faits au monde entier, et que l'humiliation publique qu'il a provoquée est en soi une victoire quand même. En attendant, si la réalité de Depp est devenue la nôtre, j'espère qu'elle n'est pas devenue la vôtre, en tout cas elle n'est pas devenue la mienne. Voilà, convaincu ou non, voici mon analyse, voici les faits, voici les choses que j'ai trouvées sur le sujet. Si ça vous parle, partagez cette vidéo, aimez-la, abonnez-vous, et si vous voulez aussi partager votre avis, je suis complètement ouverte à l'entendre. En attendant, je vous souhaite de... Qu'est-ce que je peux vous souhaiter? De résister au maximum aux manipulations d'opinion. Et être conscient que ça demande toujours un peu plus d'effort qu'une vidéo sur TikTok ou quoi que ce soit, que de comprendre tout à fait les contours d'une affaire. Il y a des choses qui demandent du temps, et en l'occurrence je l'ai pris là maintenant. Donc j'espère que ça vous a plu, et à une prochaine fois. I'm Juliette Fever.